Je m'appelle Océane, et j'ai encore du mal à croire qu'un jour, ma propre famille a vendu la maison pour partir recommencer à zéro à Singapour sans moi. Ils m'ont dit, avec une froideur glaciale, que je n'étais qu'un poids, une charge inutile. Des années plus tard, ils ont eu le culot de revenir, en espérant que j'accueille 6 personnes chez moi, gratuitement. Mais je préfère reprendre depuis le début, parce que si je le raconte brutalement, cela semble inventé. Cela faisait 2 ans que je faisais mes études loin de la région parisienne. J'étais parti à Lyon avec une bourse partielle dans une école de commerce privée. Ce n'était pas du tout une bourse complète. Mes parents payaient donc une partie des frais de scolarité, du moins jusqu'au jour où ils ont décidé que c'était terminé. À vrai dire, entre les cours, les révisions et mon petit boulot, je ne rentrais presque jamais à la maison. De toute façon, chaque fois que je revenais, je sentais que je dérangeais depuis toujours. Mes parents avaient une préférée, ma sœur aînée, Solène. C'était toujours Solène. Quand nous étions enfants, elle avait eu la grande chambre, celle avec la belle fenêtre, de l'espace pour un bureau et un vrai dressing. Moi, on m'avait installé dans le petit débarras, attenant à la buanderie, où le bruit du lave-linge résonnait comme s'il était au pied de mon lit. Quand Solène a eu 16 ans, ils lui ont offert une petite voiture pour sa conduite accompagnée. Rien de luxueux, mais c'était une voiture. Pour mes 6 ans, mon père m'a simplement lâché. Tu peux marcher, c'est bon pour la santé. Solène a eu des cours de piano, de danse, de peinture, des stages d'été, tout. À moi, on me disait « Pas maintenant, Océane, on n'a pas les moyens ». Et je me taisais, car discuter ne changeait rien. Le plus désespérant, c'est qu'ils en avaient les moyens. Simplement pas pour moi. Solène s'est mariée à 22 ans avec Bastien, un type qui travaillait dans une grande multinationale et que mes parents considéraient comme le premier prix de la loterie. J'ai assisté au mariage, bien sûr, mais savez-vous quoi? Elle ne m'a même pas demandé d'être témoin ou demoiselle d'honneur. Ces témoins étaient ses amis d'université. Je suis resté assise là, simple invité de remplissage. Ma mère ne cessait de répéter que tout était parfait, et mon père a passé toute la réception à parler affaires avec Bastien, comme si c'était la seule chose importante. Après ce mariage, mes réseaux sociaux sont devenus une torture. En ouvrant Instagram ou Facebook, je tombais sur des photos de mes parents avec Solène et Bastien. Déjeuners de famille, week-ends en Normandie, sorties improvisées, fêtes. Ma mère publiait des choses comme « Quel bonheur d'avoir des enfants si merveilleux ». Elle mettait le mot « enfant » au pluriel, mais je n'apparaissais jamais sur les clichés. Ça faisait mal, à chaque fois. Il ne me parlait presque plus. S'il m'appelait, c'était tous les 15 jours, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me vanter les exploits de Bastien. « Océane, tu as su pour la promotion de Bastien ? Océane, il visite des villas dans un quartier chic. Océane, il a eu un bonus exceptionnel. Ce garçon sait vraiment où il va. Jamais un. Comment vont tes études? Jamais un. Tu manges à ta faim. Jamais un. As-tu besoin de quelque chose? » C'était comme si Bastien était leur fils et que j'étais une obligation encombrante dont ils avaient hérité. Avec le temps, je m'y suis habitué. Mes études me demandaient une énergie folle et je travaillais à côté dans une brasserie près de la place Bellecour. Ce n'était pas prestigieux de prendre les commandes, préparer les cafés, nettoyer les tables et supporter des clients désagréables avec le sourire. Mais ça me payait mes factures, car mes parents aidaient de moins en moins pour tout ce qui n'était pas les frais de scolarité. Le pire, c'était les réunions de famille. Une fois, je suis rentré pour un rassemblement fin novembre, de ceux qu'on organise parce que décembre approche. Le repas avait lieu dans leur maison à Vaucresson. Il y avait du chapon, des gratins, tout le luxe habituel, sauf dans la conversation. Tout tournait autour de Bastien. Mon père disait « Ça, c'est avoir une vraie carrière », en me regardant comme si mes études étaient une perte de temps. Ma mère l'interrogeait sur ses projets, son avenir brillant. J'ai essayé de raconter un projet de groupe qui s'était bien passé, et ma mère m'a coupé. « Ah, c'est bien ma fille », et en 2 secondes, ils étaient repartis sur « Dis-moi Bastien, et ton patron ?» Cette nuit-là, je suis reparti avec une boule au ventre. Quand décembre est arrivé, pour une raison que j'ignore, j'ai pensé « Peut-être que cette fois, ce sera différent ». On s'accroche parfois à n'importe quoi. J'ai économisé sur mes pourboires à la brasserie et j'ai acheté des cadeaux pour tout le monde. Rien de hors de prix, mais des choses réfléchies. Une écharpe en cachemire pour ma mère, un livre rare que mon père avait mentionné, du café de spécialité pour Solène et Bastien. J'ai quitté Lyon en quart de nuit. Je suis arrivé à Paris au petit matin, le dos en compote et l'estomac noué.
J'ai pris un taxi pour Vaucresson, pensant qu'une fois dans ma vie, on m'accueillerait comme une fille qui rentre à la maison. Quand je suis arrivé, tout était en désordre. Des cartons partout, des valises ouvertes, des vêtements en tas, des papiers éparpillés. Les gens s'agitaient, ma mère pliait des affaires, mon père triait des documents sur la table. Solène et Bastien parlaient de dates, de conteneurs, de visas. Personne ne m'a vraiment salué. Mon père a grogné. « Ah, Océane est là !» sans lever les yeux. Ma mère a fait un geste de la main, comme pour chasser une mouche. « Pas maintenant, Océane. On essaye d'organiser le déménagement. »« Le déménagement ?» demandai-je. « Vous allez où? Dans quelle rue ?» C'est là qu'ils se sont arrêtés et qu'ils ont ri. Ils ont ri de moi, comme si je venais de dire la chose la plus stupide au monde. Solène m'a regardé avec un petit sourire méprisant qui m'a donné envie de hurler. Ma mère a lâché. « Dans quelle rue? Océane, s'il te plaît. » Bastien, d'un ton désinvolte, a ajouté « On m'a proposé un poste de direction à Singapour. » J'ai senti l'air me manquer. Singapour? Ma mère a acquiescé comme s'il s'agissait d'aller à Orléans. « On part tous. »« Tous ?» ai-je répété. À ce moment-là, j'ai vraiment cru qu'il m'emmenait aussi. « Quand comptiez-vous me le dire? Je dois voir comment faire avec l'université, les transferts, apprendre l'anglais. » Le silence qui a suivi m'a giflé. Ils me regardaient tous comme si j'étais folle. Mon père a parlé le premier avec un calme glaçant. « Toi, tu ne viens pas, Océane. » Je n'ai pas compris. J'ai eu l'impression qu'il parlait une langue étrangère. « Comment ça, je ne viens pas? Je suis aussi ta fille. » Ma mère s'est enfin tournée vers moi. Son regard n'était pas colérique, il était méprisant, froid. « Océane, tu as 20 ans. Tu es une adulte. Et alors? Les adultes assument leurs responsabilités. Bastien a une opportunité immense, et honnêtement, il est temps que tu apprennes à te débrouiller seul. »« Et mes études, dis-je, les mains tremblantes. Il me reste 2 ans. Mon père ne levait plus les yeux de ses papiers. C'est ton problème désormais. Donc, vous allez arrêter de payer mon école, comme ça, du jour au lendemain. » Ma mère s'est assise sur un carton. « Océane, soyons honnêtes, tu as toujours été une charge pour cette famille. » Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Une charge. C'est ce que je suis pour vous? Solène s'est croisé les bras. Tu as une idée de l'argent que mes parents ont gaspillé pour toi? De l'argent qui aurait pu servir à des choses importantes. Mon éducation n'est pas importante? Bastien a ri. Pas quand c'est jeté de l'argent par les fenêtres. Puis il a serré Solène contre lui. Solène, elle, apporte quelque chose. Elle s'est bien mariée. Elle construit. Toi, tu fais quoi? Tu sers des cafés. Mes yeux brûlaient, mais je ne voulais pas leur donner le plaisir de me voir pleurer. J'ai tenté une dernière chose désespérée. D'accord, si vous ne m'emmenez pas maintenant, laissez-moi finir mes études ici. Donnez-moi juste votre adresse là-bas. Je vous rejoindrai après mon diplôme. Encore ce silence. Mes parents ont échangé un regard. Solène jubilait. Ma mère a articulé lentement, comme à une enfant. On ne veut pas que tu viennes plus tard non plus, Océane. Cette fois, c'est notre chance de recommencer à zéro. Solène a hoché la tête. On ne peut pas continuer à te porter. Mon père a ajouté sec. C'est suffisant. J'ai regardé autour de moi. Ma mère s'est remise à plier du linge comme si je n'existais plus. Mon père est retourné à ses listes. Dans un coin, le sapin de Noël était décoré, superbe, comme une insulte. Je me suis avancé et j'ai déposé mon sac de cadeaux dessous. Personne ne l'a remarqué. 20 ans à être leur fille, et ça se terminait par « Tu es une charge. Démerde-toi. » Je suis sorti sans un mot. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a crié « Attends ou fais attention à toi. » Le trajet retour, Ankara a été comme un long cauchemar éveillé. Tout le chemin, je me répétais leurs mots. Charge, encombrante. On ne veut pas de toi. Je suis arrivé à Lyon. Le campus était désert à cause des vacances. Ma chambre était glaciale. Ce jour de Noël, j'ai mangé des pâtes instantanées et des biscuits secs achetés à un distributeur. Pas de repas de famille, pas d'appel, rien. Le lendemain, je me suis forcé à réfléchir en chiffres. Si je restais dans la douleur, je coulais. Il me fallait environ 30 000 € pour couvrir mes 2 dernières années, entre les frais de scolarité et la vie à Lyon. Mais je n'avais pas besoin de tout de suite. L'école permettait des paiements échelonnés. Je devais survivre mois après mois. Je suis allé à la brasserie et j'ai supplié ma patronne de me donner plus d'heures. Pas quand c'était possible, mais tout le temps. J'ai besoin de travailler le plus possible, lui ai-je dit. Je prends n'importe quoi, n'importe quel shift.
Elle a vu dans mes yeux une urgence qu'elle a comprise, et elle a commencé à me donner des doubles services. Pendant que les autres se reposaient ou sortaient, je travaillais tous les jours, parfois 12 heures par jour entre les cours et le boulot. Mes pieds me faisaient souffrir, mon dos me lançait, mais ce qui faisait le plus mal, c'était la peur de ne pas avoir assez pour le semestre suivant. Je n'achetais que le strict nécessaire. Pas de vêtements, pas de sorties, pas de petits plaisirs. Chaque euro partait dans l'école ou le loyer. En plus, je me suis acharné sur une chose, mes notes. Si je maintenais une moyenne d'excellence, je pouvais renouveler ma bourse et obtenir une réduction supplémentaire. Ce n'était pas de la magie, mais chaque pourcentage comptait. En janvier, une cousine m'a envoyé un message. Mes parents avaient vendu la maison de Vaucresson et étaient partis à Singapour avec Solène et Bastien. Ils n'avaient laissé aucune adresse à la famille, comme s'ils voulaient m'effacer de la carte. Et vous savez quoi? J'ai ressenti de la colère, mais aussi une immense clarté. C'était fait, ils n'étaient plus ma famille. Les 2 années suivantes furent dures comme de la pierre. Travail, cours, révision, épuisement. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, un titre que j'ai payé seul, sans un bravo, sans photo de famille. En sortant, j'ai trouvé un poste dans une agence de marketing digital. Un salaire correct pour commencer. J'ai loué un petit studio et j'ai commencé à vivre comme une vraie adulte, sans rien demander à personne. J'ai gardé cette mentalité de survie. Si je veux quelque chose, je le gagne par le travail. Je restais tard au bureau, je prenais les projets dont personne ne voulait. Mes chefs l'ont remarqué et j'ai grimpé les échelons plus vite que prévu. 5 ans ont passé ainsi. 5 ans de discipline absolue. Pendant que mes collègues partaient en week-end ou prenaient l'apéritif, je peaufinais mes dossiers. Chaque prime, chaque augmentation était épargnée. J'avais un but, avoir mon propre chez moi. Quand j'ai enfin eu l'apport nécessaire, j'ai acheté un appartement d'une chambre dans un quartier calme, mais bien desservi. Le jour de la signature chez le notaire, mes mains tremblaient. C'était mon nom, mon crédit, ma responsabilité. Sans garant, sans aide parentale, rien. Les 3 années suivantes ont consisté à rembourser le plus possible. Le jour où j'ai soldé une grande partie de ma dette, j'ai pleuré de soulagement. Mais avec le temps, l'appartement est devenu trop petit. Ma carrière s'était envolée. Je gagnais très bien ma vie. J'ai commencé à rêver d'une maison, une vraie. Avec un jardin, l'idée qu'un jour je pourrais fonder une famille sans me sentir à l'étroit. J'ai vendu l'appartement et j'ai acheté une maison en périphérie de Lyon. Ce n'était pas un château, mais il y avait 3 chambres, un jardin et cette sensation de pouvoir enfin respirer. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais heureuse. J'ai décoré la maison petit à petit. Des meubles simples, beaucoup de plantes. Mon travail marchait bien. Et je sortais avec Thibaut, un homme calme, bienveillant, le genre de personne qui ne vous met pas la pression, qui vous accompagne simplement. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce fameux Noël. 10 ans. Un mardi soir, j'ai reçu un appel de Béatrice, la cousine de mon père, une des rares parentes qui avait toujours été plus juste que mes proches. « Océane, je dois te dire quelque chose », commença-t-elle. Et à son ton, j'ai su que c'était grave. « Tes parents sont de retour en France et ils te cherchent. » Mon estomac s'est noué. « Comment le sais-tu ? Ta mère m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a demandé tes coordonnées, disant qu'ils ont essayé de te localiser, mais que tu as changé de numéro. J'avais effectivement changé de numéro 2 fois depuis l'université, justement pour ne jamais être retrouvé. Béatrice, dis-moi que tu ne leur as pas donné mon adresse. Non, ma grande, bien sûr que non. Je sais ce qui s'est passé. Je voulais juste prévenir. Ils vont sûrement chercher auprès d'autres membres de la famille. J'ai raccroché et j'ai essayé de continuer ma vie. Je me disais, ils ne me trouveront pas. C'est trop vieux tout ça. Pourquoi me chercheraient-ils maintenant? 1 mois a passé et j'avais presque oublié cet appel. Jusqu'à un samedi après-midi, alors que j'étais en train de peindre la chambre d'amis, on a sonné. J'ai ouvert la porte et ils étaient là. Ma mère, mon père, Solène, et 3 enfants que je ne connaissais pas, accrochés aux jambes de ma sœur. Ils semblaient différents, plus vieux certes, mais surtout fatigués, éteints, comme des gens dont le château de cartes s'est effondré. Je suis resté là, le rouleau à peinture à la main, pétrifié. Surprise, a lancé ma mère d'une voix faussement enjouée, comme si elle venait me voir par pur plaisir. « Comment m'avez-vous trouvé » ai-je demandé, le souffle court. Ils n'ont pas répondu. Ils se sont contentés de passer devant moi et d'entrer comme si la maison leur appartenait. Les enfants se sont mis à courir partout, touchant à tout.
L'un d'eux a failli faire tomber une statuette sur une étagère. Solène s'est assise sur mon canapé sans demander l'autorisation et a installé le plus petit sur ses genoux. Elle a regardé autour d'elle. C'est joli, il y a de la place. Ma mère inspectait les murs, évaluant la superficie du regard. Oui, ça peut nous convenir. J'ai cligné des yeux, ne comprenant pas. De quoi parlez-vous? Solène a soupiré, agacée. Bastien s'est avéré être un moins que rien. Je me suis assise sur une chaise, car j'ai senti que mes jambes allaient lâcher. On avait acheté une maison là-bas, continua Solène, sa voix devenant amère, mais il avait tout mis à son nom, tout. Ensuite, il a rencontré une Italienne beaucoup plus jeune, et il nous a mis dehors. Ma mère a acquiescé dramatiquement. On s'est retrouvés sans rien. Il a divorcé, a repris Solène, et il s'est débrouillé pour que je ne reçoive presque rien. Pas de maison, pas d'argent, juste une pension de misère pour les enfants. Mon père, d'une voix monocorde, a ajouté « Nous sommes revenus avec le peu qu'il nous restait. On vit dans un hôtel miteux depuis un mois. » Je les ai regardés, essayant de rester calme. Je suis désolé, vraiment désolé pour les enfants. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici. Mon père a redressé le buste et a pris ce ton que je connaissais trop bien. Nous sommes une famille, et la famille se soutient dans les moments difficiles. Ma mère a renchéri. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Ce sont tes neveux. Que vont dire les gens s'ils apprennent que tu as fermé ta porte à tes propres parents? À cet instant précis, j'ai compris. Ils ne venaient pas demander pardon. Ils venaient prendre ma maison, ma stabilité, mon argent, mon travail. J'ai respiré un grand coup. « Attendez, dis-je d'une voix ferme. Il y a 10 ans, vous m'avez dit que j'étais une charge. Vous m'avez abandonné en pleine fac. Vous avez vendu la maison et vous êtes parti sans laisser d'adresse, comme si je n'existais pas. Et maintenant, vous revenez parce que votre vie est un désastre? Et vous voulez quoi? » Ma mère a fait une moue offensée. « Nous voulons rester ici, Océane, avec toi. Nous sommes une famille. » J'ai regardé Solène affalée sur mon canapé. Ma mère qui inspectait ma cuisine comme si elle décidait déjà de la place des pots d'épices, mon père qui me regardait comme s'il était évident que j'allais dire oui. Les enfants couraient toujours. L'un d'eux tirait sur un rideau. Je suis restée silencieuse une seconde, puis j'ai dit « Non ». Ma mère a ouvert des yeux ronds. « Quoi? Non. Vous n'allez pas rester ici. Océane, sois raisonnable », a dit mon père en commençant à hausser le ton. Je l'ai coupé sans crier. « Raisonnable? C'est ce que vous avez exigé de moi. Vous m'avez dit « Tu es une adulte, règle tes problèmes. » Vous vous souvenez? Eh bien, maintenant, vous aussi vous êtes des adultes. Réglez les vôtres. Solène est devenue rouge. « Océane, tu ne peux pas être sérieuse. J'ai 3 enfants. Tu aurais dû y penser avant de tout mettre au nom de Bastien ?» ai-je répondu. « Et avant de venir envahir ma maison comme si c'était mon obligation de réparer vos vies. » Ma mère a alors perdu son masque de douceur. « On t'a élevé. On t'a tout donné. » J'ai eu un petit rire sans joie. « Tout donné, vous m'avez donné des miettes. J'ai payé mes études semestre après semestre. J'ai acheté mon studio. J'ai acheté cette maison. Tout ce que j'ai, je l'ai fait seul. Pendant que vous viviez votre rêve à Singapour. Les enfants ont arrêté de courir, sentant la tension. Mon père a tenté de jouer la victime. « Océane, ma fille, tu dois pardonner. La famille, c'est la famille. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oui, la famille, c'est la famille. Et il y a 10 ans, vous avez été très clair sur le fait que je n'en faisais pas partie. » Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. « S'il vous plaît, sortez. » Ma mère a ouvert la bouche pour protester. Solène me lançait des regards suppliants, mais ce n'était pas de la vraie supplication, c'était du calcul. Elle avait peur de perdre son plan de secours. « Océane, ne fais pas ça », murmura Solène. Je suis resté inflexible. Je ne fais rien. J'applique simplement la même logique que vous avez utilisée avec moi. Ils sont partis. Mais ma mère, avant de sortir, m'a glissé avec haine. « Tu vas le regretter. On ne se laissera pas faire. » J'ai fermé la porte et je me suis mise à trembler. Pas de doute, mais de colère pure. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais quelques semaines plus tard, ils m'ont rattrapé d'une autre manière. Un jour, en rentrant du travail, un huissier m'a remis des papiers. Je suis resté sur le trottoir à lire l'incroyable. Mes parents me poursuivaient devant le juge aux affaires familiales. Ils réclamaient une pension alimentaire au titre de l'obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants. Ils demandaient entre 3 000 et 4 000 euros par mois, une somme exorbitante, destinée à faire pression. Dans les documents, ils affirmaient être des personnes âgées incapables de travailler, malades,
et que j'étais légalement obligé de les entretenir. Ils avaient joint des certificats médicaux attestant de leur incapacité. J'ai fixé ces feuilles pendant 10 minutes avant qu'une rage sourde ne m'envahisse. Ces mêmes personnes qui m'avaient traité de charges inutiles voulaient maintenant que je les paie chaque mois. Quel culot monstrueux! J'ai appelé une avocate le jour même, recommandée par une collègue. Maître Élodie Vasseur, une femme directe, sérieuse. Je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un moment. Alors, si je comprends bien, ils ont coupé les vivres pour tes études, sont partis à l'autre bout du monde sans laisser d'adresse. Et maintenant ils veulent que tu les entretiennes? Exactement. Bien, dit-elle. On va monter un dossier solide. J'ai besoin de toutes les preuves que tu as payé tes 2 dernières années d'études. Relevés bancaires, reçus de l'école, fiches de paie de l'époque. J'ai passé 2 semaines à exhumer de vieux documents, à fouiller mes courriels, à retrouver des relevés de compte montrant les virements de la brasserie et les paiements à l'université. C'était horrible de replonger là, dedans. Je me revoyais enchaînant les doubles services, vivant avec le strict minimum, stressé par l'idée d'être renvoyé de l'école. Mais j'avais tout. Maître Vasseur a examiné le dossier. C'est très bien, mais il nous faut quelque chose qui prouve l'abandon volontaire, quelque chose de clair. Et là, je me suis souvenu de Béatrice. Je l'ai appelée pour lui expliquer la situation. « Quelle horreur !» s'exclama-t-elle. « Mais je crois que j'ai quelque chose qui peut t'aider. » 2 jours plus tard, elle est arrivée chez moi avec une enveloppe. À l'intérieur, une lettre. Une vraie lettre sur papier, envoyée de Singapour quelques mois après leur départ. Béatrice me confia. Je l'ai gardée parce qu'en la lisant, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai senti qu'un jour, tu en aurais besoin. Je l'ai lue, les mains tremblantes. Ma mère écrivait avec une fierté révoltante. Elle disait qu'ils étaient soulagés d'être loin de moi, qu'ils pouvaient enfin vivre sans mes problèmes, que j'avais toujours été une charge et une déception. Elle écrivait qu'ils étaient plus heureux sans avoir apporté quelqu'un d'inutile. Inutile. C'est comme ça qu'elle m'appelait. J'avais la gorge serrée, je ne pouvais plus respirer. Béatrice a alors posé son téléphone sur la table. Et il y a autre chose. Elle m'a fait écouter un enregistrement. Ta mère m'a appelé il y a quelques semaines. Elle se vantait de la demande en justice qu'ils allaient faire. Comme elle disait des choses bizarres depuis le début, j'ai décidé d'enregistrer l'appel. Elle a appuyé sur lecture. La voix de ma mère résonnait, claire et nette. Elle expliquait comment ils avaient falsifié des documents médicaux pour faire croire qu'ils ne pouvaient plus travailler. Elle disait que je gagnais sûrement très bien ma vie et qu'il était juste de m'obliger à partager. Elle ajoutait que c'était pour m'apprendre à vivre après les avoir mis dehors. Je suis resté de glace. Maître Vasseur a écouté l'enregistrement et m'a regardé avec gravité. Ça change tout. L'affaire ne s'est pas réglée en un jour. Il y a eu des notifications, des échanges de conclusions, des semaines qui m'ont paru des siècles, jusqu'au jour de l'audience. Mes parents sont arrivés avec Solène et les 3 enfants. Ils étaient habillés comme pour aller à la messe. Mes parents utilisaient des déambulateurs. Ils marchaient avec une lenteur calculée, se plaignant à mi-voix, jouant la fragilité. Ma mère pleurait devant le juge, racontant comment elle s'était sacrifiée pour ses enfants. Elle prétendait m'avoir donné la meilleure éducation possible, que jamais elle n'aurait pensé que sa propre fille l'abandonnerait dans la misère. Mon père a parlé de sa santé déclinante, jurant qu'ils avaient dépensé toutes leurs économies pour ma carrière. Tout n'était que mensonge, mais proféré avec un aplomb terrifiant. Puis ce fut notre tour. Maître Vasseur a présenté mes relevés de compte, mes reçus d'école, les preuves que j'avais payé mes études seul. Elle a montré les actes de vente de la maison de Vaucresson et les preuves de leur départ à Singapour. Ensuite, elle a demandé l'autorisation de diffuser un enregistrement audio. Le silence dans la salle est devenu pesant. Personne ne bougeait. La voix de ma mère a retenti, confessant la falsification des documents médicaux, se vantant de vouloir m'extorquer de l'argent par vengeance. Ma mère s'est figée sur sa chaise. Mon père a dégluti difficilement. Solène ne savait plus où regarder. Enfin, l'avocate a sorti la lettre et a lu à haute voix les passages où ma mère me traitait d'inutile et décrivait sa joie de s'être libérée de moi. L'avocat de mes parents est devenu livide. Le juge était furieux. Il a déclaré très clairement que la demande n'avait aucun fondement juridique et qu'il y avait des preuves flagrantes de mauvaise foi. Il a souligné l'abandon moral et financier qu'il m'avait fait subir. Il a rejeté la demande, ordonné des sanctions financières pour procédure abusive et a transmis le dossier au procureur concernant la falsification des documents médicaux. De plus, il a dicté des mesures d'éloignement pour qu'il ne puisse plus m'approcher ni me contacter.
En sortant de la salle, mes parents ont tenté de s'approcher de moi, mais Maître Vasseur s'est interposé. N'essayez même pas. Si vous tentez quoi que ce soit, la situation s'aggravera encore pour vous. Ils sont partis, la tête basse. Solène m'a lancé un regard chargé de haine avant de s'éloigner en traînant ses enfants derrière elle. 2 ans ont passé depuis le procès, et si l'on compte depuis ce Noël où ils m'ont laissé seul, cela fait presque 12 ans. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux, et ils ne me manquent pas. Béatrice m'a dit qu'ils s'étaient installés dans un petit village éloigné, dans une autre région, comme pour se cacher. Je ne sais pas si c'est par honte ou par peur des conséquences judiciaires de leurs actes. J'ai continué ma vie. Thibaut et moi nous sommes mariés l'année dernière. Il a été à mes côtés à chaque étape, sans me pousser, sans me dire quoi faire, juste en étant là, parfois avec un câlin, parfois avec un simple « je suis là » quand je me sentais à nouveau comme cette petite fille délaissée. Aujourd'hui nous parlons d'avoir des enfants. Ça m'excite et ça me fait peur en même temps, car je veux absolument faire les choses différemment. Je veux que mes enfants se sentent aimés, vus, en sécurité. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais un poids, jamais une charge. De tout cela, j'ai appris une chose qui m'a pris des années à comprendre. La famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est celui qui reste, celui qui prend soin de toi, celui qui te demande sincèrement comment tu vas. C'est celui qui célèbre tes réussites sans les transformer en compétition, celui qui ne t'utilise pas quand ça l'arrange. Mes parents me l'ont appris de la pire des manières, mais ils me l'ont appris. J'ai construit une vie magnifique sans eux. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je les avais laissés entrer, si j'avais été la gentille fille qui pardonne tout. Mais je me souviens alors de cette lettre, de cet enregistrement, de la façon dont ils m'ont regardé, comme si je leur devais quelque chose simplement pour le fait d'exister. Je ne leur devais rien. Je ne leur ai jamais rien dû. Et aujourd'hui, enfin, je suis libre.